Donc, c'est un atelier, Stop aux passoires thermiques, prévenir l'interdiction locative, qui est organisé par la Maison de l'Habitat, qui est un service de l'agglo. La Maison de l'Habitat est située au 15 avenue Émile Zola. C'est un lieu central pour toutes les questions de logement. Et cette soirée est organisée avec l'association PLS Adil. Ce sont des juristes du logement qui font des permanences à la Maison de l'Habitat 2 fois par mois et avec un intervenant de Haute-Savoie Rénovation énergétique. Et donc, cette structure fait aussi des permanences à la Maison de l'Habitat tous les jeudis matins sur rendez-vous. À la Maison de l'Habitat, il y a aussi des conseillères pour les demandeurs de logements sociaux, pour faire leur dossier de logement, savoir où en est leur dossier. Et puis, elles ont aussi des informations plus généralistes sur le logement. Au niveau de l'agglo, on a notamment une cellule de veille habitat indigne. Et donc, quand les personnes ont un problème, elles peuvent aller voir les conseillères et elles les orientent. En fait, dans chaque commune, il y a un référent habitat indigne aussi. Voilà. Bon, je vais laisser, Voilà. Ben, merci Coralie pour l'organisation de cet atelier parce qu'effectivement, comme vous le savez toutes et tous, aujourd'hui on est un petit peu à une croisée des chemins. On doit avancer. On doit avancer et on doit faire mieux, plus vite, pour plus de monde. Ça doit plus être seulement un choix que de vivre dans des logements qui sont bien isolés. Quand je dis que ça ne doit plus être un choix, et c'est quelque chose de politiquement assez fort que je dis, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où on doit à la fois essayer de se protéger contre les effets du changement climatique, mais aussi donc de s'adapter, hein, mais aussi de mitiger. Donc on doit faire les deux. Or, on sait que le logement, c'est 40% des émissions de CO2 et c'est aussi 40% de la consommation énergétique en général. On sait que quand on est dans des logements qui sont mal isolés, hein, aujourd'hui, quand on parle de climat, etc., les gens pensent tout de suite, on va changer notre système de chauffage. Oui, vous devez changer votre système de chauffage parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les énergies fossiles pour une question de santé et de gaz à effet de serre. Mais pour la consommation énergétique, le premier réflexe, c'est isoler. Et jusqu'à présent, on parlait seulement de la consommation énergétique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des logements qui sont F et G, on est sur de, de, euh, 40 barils par an de pétrole hein, que vous balancez par la fenêtre. C'est-à-dire littéralement, puisque vous chauffez avec vos barils de pétrole et vous chauffez l'extérieur de votre maison et pas l'intérieur. Donc vous mettez littéralement le baril de pétrole par la fenêtre. Au prix du baril de pétrole, ça fait de l'argent, ça fait même beaucoup d'argent. Et donc, on est sur ces considérations d'économie d'énergie, mais aussi sur des questions de qualité de vie et de confort. Et donc, de plus en plus, il ne s'agit pas seulement d'avoir chaud en hiver dans son logement, mais aussi que s'il soit vivable en été. Un logement bien isolé, on peut dormir la nuit dans son logement. Un logement mal isolé, c'est comme si vous dormiez dehors. Donc, ça veut dire qu'on est à la fois sur des questions de mitigation du changement climatique par rapport au gaz à effet de serre, sur de l'adaptation pour qu'on puisse vivre mieux, sur de l'économie par rapport à l'argent que vous gaspillez sur le chauffage, et au coût de l'énergie d'aujourd'hui, effectivement, c'est l'argument qui est le plus probant par rapport et qui percute le plus dans la population. Mais il faut avoir les moyens, effectivement, d'isoler. Et
Par contre, il faut bien être conscient qu'un logement qui est mal isolé, c'est un logement dont le coût va revenir à qui? À celui qui y habite, c'est-à-dire au locataire. Et on estime aujourd'hui que c'est indigne de vivre dans un logement, de faire payer un logement, qu'il soit cher ou pas cher d'ailleurs, quand on sait que plus de la moitié, voire plus du loyer va passer en chauffage pour chauffer l'extérieur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est important de dire qu'il faut dire stop aux passoires thermiques. C'est pour ça qu'il va y avoir une interdiction de louer ces passoires thermiques parce que ce sont des conditions de logement indignes. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette séance d'atelier pour bien comprendre que sur Almas Aglo, vous avez 80% des logements qui sont en étiquette E et inférieure. Et vous avez, je crois, une trentaine de pourcents de logements qui sont en F et G. Alors, évidemment, hein, ça se percute contre d'autres politiques de l'agglo, hein. On est dans des zones qui sont tendues en termes de logements vacants. On a très, très peu de logements vacants. On a beaucoup de demandes. Mais malgré tout, il ne faut pas faire passer ce genre d'enjeux en dessous et commencer à loger les gens dans des conditions qui aujourd'hui sont jugées indignes. Voilà, j'espère avoir posé les termes du débat et je laisse la parole aux spécialistes de la question. Merci. Juste simplement en introduction, on va effectivement rebrasser ces différents sujets, parler de performance énergétique, parler de décence du logement, parler de tout ce qu'englobe l'innovation. Donc ouais, Coralie a brièvement présenté la maison d'habitat. Je vais brièvement, et puis on y reviendra, présenter ma structure. Donc effectivement, Haute-Savoie Rénovation Énergétique, on est le service public financé par le département, par les collectivités et les obligés CE pour accompagner, conseiller les ménages, quel que soit leur statut, dans leur projet de rénovation énergétique. Donc, déjà un appui technique et puis un appui sur la mobilisation des aides, la sélection des devis, etc. Vraiment de A à Z du projet. Euh, Pascal, est-ce que tu veux dire un petit mot à ce stade sur la ville et puis on enchaîne? Pascal Dubon, je suis conseillère juriste à PLS Addiction 14. Donc, PLS Addiction 14, c'est une association donc, qui regroupe différents partenaires, l'État, Action Logement, les bailleurs sociaux, le conseil départemental, la CAF. Et on est là donc, pour enseigner donc, gratuitement et en toute neutralité. Faites des renseignements donc, sur, autour du logement, l'aspect juridique, fiscal, etc. La maison de l'habitat, effectivement, à Almas, qui est une permanence 2 fois par mois, et le deuxième, quatrième, chaque mois. On reprend la parole pour faire défiler le plan. Donc une petite partie, je vais faire une petite partie introductive sur le parc locatif privé, ce qu'il représente en France, en Haute-Savoie, et puis sur la diversité des profils de bailleurs qu'on peut rencontrer. Ouais, parfait. Voilà, un simple rappel statistique. En France, il y a à peu près un quart des ménages qui sont locataires. Ça représente, grosso modo, une résidence principale sur 5, ce qui fait un peu plus de 6,5 millions logements. En Haute-Savoie, on est exactement sur le même taux de locataires. Ça vient à peu près c'est sensible. Bon. Et donc, en Haute-Savoie, ça va représenter 82 000 logements et loger environ 180 000 personnes. Effectivement, pour faire le lien avec le propos introductif, c'est vrai qu'il y a un gros besoin de logement en Haute-Savoie, étant donné la pression démographique, plus 10 000 habitants par an. C'est largement vrai et d'autant plus vrai dans l'agglomération d'Almas, dans le Genevois, où effectivement il y a un turnover qui est très très faible et donc un gros manque de locatifs et notamment ce dont on va parler des petites surfaces qui vont loger des ménages, des familles monoparentales ou des jeunes ménages.
c'est sur ça que je voulais insister aussi, c'est que le parc locatif privé, il joue le rôle de parc social de fait en accueillant beaucoup de jeunes ménages, de familles monoparentales, etc. Et que il y a un turnover très très important puisqu'un tiers d'entre eux déménagent chaque année. Euh, ouais, et pour compléter aussi le propos liminaire, c'était peut-être insister sur le fait que le parc locatif privé est celui qui, de tous les parcs, est le plus dégradé. Sur les 6,5 millions de logements que constitue ce parc, près de la moitié, soit un peu plus de 3 millions, sont considérés comme des logements énergivores. On entend parler des passoires énergétiques, F du G. Euh, et sur la précarité énergétique et la sensation d'inconfort que pourraient ressentir les locataires, les dernières études dont on a pu saisir indiquent que voilà, un quart des locataires déclarent avoir souffert du froid l'hiver dernier. Ça constitue de fait également, et c'est logique, le parc le plus énergivore. 45% des ménages qui y habitent sont exposés à la précarité énergétique. Euh, je l'ai évoqué, c'est des logements qui sont également plus petits, de taille plus modeste et généralement euh, présentent des défauts de confort, voire des défauts de décence. Et puis un dernier point euh, sur ce qu'on appelle l'effort d'entretien-amélioration, donc ça directement lié à l'action des bailleurs et à l'entretien de leur parc. Elle est en constante diminution, bien qu'elle soit relativement forte, elle est en constante diminution depuis maintenant une grosse dizaine d'années. Hop. Voilà. Sur la diversité aussi des bailleurs qui détiennent le parc, euh, voilà, je vous ai mis loin de la représentation monolithique et effectivement, quand on se penche sur le détail de qui sont les bailleurs qui détiennent ce parc, vous avez à peu près les deux tiers de ces derniers qui sont des investisseurs, qui font de l'investissement locatif. Un tiers restant correspond à des personnes qui ont soit hérité, soit dont l'ancienne résidence principale est devenue leur locatif. Euh, sur la possession là aussi de la masse du parc, ce qu'on peut observer, c'est que 60% du parc est détenu par des propriétaires de 9e et 10e décile, donc des personnes à haut revenu qui sont voilà, fortement multipropriétaires. À l'inverse, 10% du parc est détenu par des personnes avec des revenus beaucoup plus faibles. Euh, alors là, on rentre dans le cœur de nos sujets sur l'interdiction locative et son calendrier. Les bailleurs ont évidemment pas tardé à s'emparer de cette question et à envisager des stratégies pour se prémunir de cette interdiction. Euh, on en a listé quelques-unes, on pourra éventuellement soulever ces points-là après. Donc il y a la vente du bien, forcément, ça peut arriver. La conservation, mais la sortie du bien du marché locatif pendant une longue durée, avant la reproposition de ce dernier. La vente, le rachat pour un autre bien, la rénovation énergétique au fil de l'eau, ce qu'on déconseille fortement et on va pouvoir l'expliquer. Et puis la rénovation énergétique qui va arriver tardivement à la mutation. Tout ça en considérant que eh bien, quand on vient rénover son bien en tant que bailleur, on a toujours les mêmes considérations pour une recherche de rentabilité, le rendement de son capital, le fait que et en particulier, c'est en particulier vrai pour les logements qui sont détenus par les propriétaires les moins fortunés, que ça correspond à un complément de revenu, un complément de retraite, euh, que c'est des fois le patrimoine familial simplement à fructifier et à transmettre, qui a un objectif d'enrichissement à long terme, de transmission, et même dans certains cas, des gens qui sont bailleurs circonstanciels, en fait, voilà, qui se retrouvent à gérer un bien qu'ils n'avaient pas forcément demandé. Maëlle, si je peux te couper, nous, la crainte en fait sur l'agglo, c'est que ces logements en fait ils passent du côté des Airbnb
C'est que ces logements deviennent des Airbnb et donc ça lèverait du parc locatif pour les personnes qui habitent à l'année ici, qui vivent ici tout simplement, et, euh, et ça ferait des Airbnb de mauvaise qualité En plus. en plus, parce que voilà. Mais la difficulté, c'est que bon, sur l'agglo comme sur d'autres grosses agglos, ben, tout se loue, donc les propriétaires font pas forcément d'efforts pour être au niveau en fait. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, pour compléter dans la lignée, effectivement, voilà, il y a des bailleurs qui n'ont plus vraiment le choix, donc soit vendent leurs biens, soit éventuellement se tournent vers le locatif saisonnier. La plupart des bailleurs qui font du locatif classique ont quand même euh, souhaitent, en tout cas nous c'est ce qu'on peut sonder quand on les rencontre, souhaitent passer à l'action et ont simplement besoin d'un environnement favorable. Alors tendanciellement tout ça se construit petit à petit. Alors voilà, on avait quelques propositions, là aussi on pourrait y revenir plus tard. Je pense qu'il y a quelque chose quand même à voir de très important, c'est le fait de sortir de l'approche classique qui met en miroir le locataire passif euh, et qui peut éventuellement passer pour un emmerdeur, disons, et puis le propriétaire qui lui va faire la sourde oreille et qui sera qui sera concentré pardon, uniquement sur la recherche de profit. Euh, et voilà, en développant tout un discours sur le rôle sociétal et environnemental des propriétaires bailleurs, généralement, ils l'entendent très bien. Et puis de l'autre côté, là aussi, inciter les locataires à jouer un rôle dynamique en faisant remonter des situations parfois problématiques. Et puis sur le point singulier des copros, euh, on y reviendra plus tard, et c'est un point voilà, très important à Annemasse, évidemment, vu le parc notamment de copros des années 60, 70, 80. Euh, on a prévu quelque chose d'un peu interactif. Euh, je vais vous donner des petites zapettes, ça va vous permettre de pouvoir répondre à quelques questions au fil de l'eau. Hop, il n'y a rien de plus à faire. Avant de démarrer, je voulais aussi présenter l'ENAIC qui travaille à PLS à Deal, parce qu'on lance avec l'État une opération pour la captation de logements privés. C'est-à-dire que dans le parc, il y a des logements vacants et on va demander les fichiers de logements vacants pour pouvoir contacter les propriétaires privés, voir pourquoi ils ne louent pas, si c'est le cas, parce que des fois c'est marqué vacant et ça ne l'est pas vraiment. Et faciliter, en fait, quelquefois c'est simplement des craintes d'impayés de loyer, de démarches. Et donc voilà, je te laisse te présenter si tu veux. En quelques mots, ta mission rapidement. Et à mettre ou à remettre en location leurs biens qui sont vacants, soit par des aides financières ou éventuellement par des avantages fiscaux, en passant par des agences mobilières sociales ou des structures. Alors, l'agence mobilière sociale, c'est dans le sens où, pour ceux qui ont une agence mobilière sociale, dans le métier, cette agence a fait la gestion et l'intérêt de cette agence mobilière sociale, c'est que l'État bailleur, il faut 60% d'avantages là-dessus et pouvoir éventuellement avoir des prix. Euh, Pour remettre sur le marché. pour mettre sur le marché de la taxation locative. Ça s'occuper de gérer le bien, en fait. C'est le bailleur, tout l'aspect gestion. En fait, c'est pour des publics qui sont un peu sortis de la sphère habituelle du logement. C'est pour les remettre dans une dynamique de parcours résidentiel.
Donc, il y a une agence immobilière à vocation sociale sur Rennes, par exemple, qui est assez exemplaire. Il y en a une sur Annecy. Il y a Solia qui fait ça. Principal ou en Ouais. condition locative. Sinon, il y a des associations qui sont agréées par l'État ou qui font de la location sous location. Il y a avec simplement l'intégralité que vous voir sur ces secteurs là-dessus. Et pour avoir plus d'informations sur ce secteur-là, vous pouvez consulter la FATIL. C'est une fédération qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'organisation locative partout. En fait, c'est FAPIL. En fait, c'est la structure qui labellise les AIVS. Nous, il y a quelques années, on avait voulu en créer une. Et comme il y en a déjà une sur Annecy, on n'a pas pu le faire. Après, peut-être que l'action de l'ENAIC permettra de dire, bah, il y a ce besoin sur le territoire, il nous en faut une et peut-être qu'on franchira le pas, ça dépendra. Certainement des petits avantages fiscaux et également aussi des aides financières en fonction si de un projet de travaux sur un logement ou sur un logement. Ça nous a donné encore plus envie que d'avoir un de ces centres ici à Annemasse, vu les enjeux qu'on a au niveau de la crise du logement. Du fait, on a aujourd'hui, on est passé de 3 000 à 9 000 demandeurs de logements sociaux. Sachant que le parc social, c'est pas celui qui est le plus facilement rénovable, enfin, mais c'est celui qui est le mieux entretenu jusqu'à présent, en fait, hein. Les bailleurs sociaux généralement jouent plus le jeu que les autres, mais ce qui veut dire qu'en fait, avec 9 000 demandeurs de logements sociaux, ça crée une tension sur le marché privé qui est extrêmement forte, dont les bailleurs moins sociaux profitent, bien entendu. Et donc, on a réellement un besoin de ce soutien-là, en tout cas, vu notre région sous tension d'un point de vue locatif et foncier. Enfin, j'espère que ça sera entendu. Et l'ENAIC fera des permanences aussi à la maison de l'habitat. Ça sera plus proche et des personnes intéressées. Laisse poursuivre. Ouais, je reprends le fil du coup, j'étais sur les petits boîtiers et c'est le moment, hop, de faire l'appel des appels. Toi, tu peux jouer en même temps. Je vais vous demander juste d'appuyer sur la touche 1 par exemple, et puis on va compter, hop, normalement, on va s'afficher. Ouais, tu peux cliquer sur. C'est bon. Ouais, c'est possible. Ok. Ah, c'est bien ça, ouais. Voilà. Là, j'en reçois 5. Alors, voilà. Maintenant que vous êtes tous enregistrés, je vais passer la parole à Pascal pour une partie cadre juridique. Ouais, si tu veux. Ouais, le rouge. Ouais, le gros. Oui, donc moi, c'est le cadre juridique, hein, donc, effectivement, c'est l'aspect un petit peu d'écran. Technique, mais bon, il faut en passer par là, c'est vrai qu'il faut rebondir sur les pouvoirs publics plus vraiment s'engager sur cette rénovation énergétique parce que ça manque. Et donc, toutes ces obligations, elles sont aussi des tests, hein. C'est vrai que tant du côté des bailleurs que des locataires, voilà, pour savoir exactement ce dont ils retournent, quels sont les droits et obligations. Un petit peu se pencher dessus. Il y a beaucoup d'idées un petit peu reçues, et il y a des petites choses à préciser. Hein, et que c'est vrai que voilà, ça
ça arrive, là, c'est là maintenant, il va falloir s'engager. Mais bon, voilà, il y a quand même certains délais qui sont laissés. Voilà, faut justement peut-être s'en saisir. Ouais, simplement tout. Oui, comme on vient de le dire, voilà, pour que ce soit un petit peu interactif, voilà, je parcelle mon propos de petites questions comme ça. C'est un petit peu plus vivant. Alors, le premier point que j'aborde, en fait, c'est le performance énergétique, parce que finalement, bon, moi qui suis une ancienne juriste, enfin, conseillère juriste à la vie, c'est vrai que pendant des années, finalement, la performance énergétique, c'est quelque chose qui n'a pas. On ne parle pas, en fait. C'est vraiment depuis ces dernières années, notamment ces dernières années, que c'est monté en puissance et que c'est devenu vraiment le sujet. Mais c'est vrai que pendant longtemps, pas, voilà, la question n'existait pas en fait. Et en fait, elle est apparue finalement avec la première fois, avec le fameux diagnostic de performance énergétique, dont tout le monde a un petit peu entendu parler. Diagnostic, en fait, c'est un petit peu l'étiquette énergie du logement. Et donc, à partir de certaines périodes, frigo de A, B, C, D, F, G. Et c'est avec le performance énergétique. En plus, cet outil, c'est devenu vraiment, pour les pouvoirs publics, l'outil de référence. C'est-à-dire qu'à partir de ce diagnostic, finalement, va être adossée toute la réglementation, toutes les incitations, les interdictions et les aides aussi, puisque, effectivement, en fonction de l'étiquette de votre logement et de celle à laquelle vous allez arriver après les travaux, vous aurez plus ou moins d'aide. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de voilà, quelque chose qui est assez fondamental. Donc, voilà, est-ce que vous savez à partir de quand, effectivement, cette obligation d'annexer ce performance énergétique a vu le jour et pour les propriétaires bailleurs, il y a effectivement cette obligation de joindre en contrat de location cet index dans le fameux dossier de est-ce que ça a été dès la loi de 89, depuis 2007, avec la loi Elan de 2018, la loi Pinel Résilience? Non, alors vraisemblablement, voilà. C'est parti. Vous pouvez répondre. On recommence? Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'en vois deux pour l'instant. Essayez peut-être de rappuyer. Ouais. Était OK, OK, OK. J'en ai 4. Regardez si. Il y en a 5. Et c'est pas là où est le problème. C'est très très long. Ah voilà. Alors il y a une mauvaise réponse, visiblement. Alors, quelle est la réponse? On va vous afficher. Effectivement, depuis 2007. Voilà. Alors, au départ, c'est vrai que finalement, alors, c'était aussi en matière de vente et d'achat de logements. C'est même à partir de 2006, à cette chiffre-là. Mais c'est vrai qu'au début, bon, voilà, c'était devenu un petit peu obligatoire, mais finalement, c'était juste un document d'information sur les caractéristiques techniques du logement. Il y avait cette fameuse étiquette. Mais c'est vrai que, bon, finalement, on ne s'en préoccupait pas énormément. Je pense qu'il y en a encore certains qui s'en préoccupent pas trop. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment le truc, un peu obligatoire, et les gens prenaient des locations, achetaient des logements sans se préoccuper de ça. Alors c'était informatif. C'est vrai que petit à petit, il y a aussi le sujet devenant de plus en plus prégnant, avec toutes les lois, parce que voilà, je ne vais pas vous donner tous les principaux points de ressort des rapports locataires-propriétaires avec indiquant les principales lois qui sont sorties. Bon, on ne va absolument pas passer en détail, mais il y a eu plein de textes. Et il y a eu une grosse réforme suite à la loi Elan de 2018, effectivement, comme je disais, c'est vraiment un outil de référence. Et donc, il y a une grosse réforme. Et effectivement, il a changé de. Voilà,
voilà, est-ce qu'il est maintenant donc informatif ou opposable et voilà, voilà, ça veut dire. Opposable, ça veut dire que le locataire peut sortir. Donc, voilà, vous avez tout ça. Voilà, il est vraiment devenu opposable, c'est-à-dire que maintenant, voilà, comme dit, un locataire qui effectivement voilà, trouverait que le logement ne répond pas effectivement aux conditions indiquées dans le diagnostic peut se retourner contre le bailleur. Hein, et le bailleur lui-même, du coup, peut se retourner contre le diagnostiqueur parce qu'effectivement, ce qui peut poser problème, c'est s'il y a effectivement des choses qui sont erronées, de mauvaises étiquettes, de mauvaises indications, et où là, effectivement, bah, voilà, il y a une grosse responsabilité maintenant du diagnostiqueur. Oui, c'est une question juridique, puisque pour moi, ça a été obligatoire à partir de 2007. Et on viendra sur ces modalités d'application dans le temps de tous ces textes, mais effectivement, c'est obligatoire pour les nouveaux contrats conclus en fait, à compter de cette date-là. Vous avez encore des gens, et même lors de la reconstruction tacite, ce n'est pas forcément obligatoire. Ce qui fait que je vois encore effectivement passer des contrats de location qui n'ont pas ce diagnostic. C'est absolument obligatoire pour les nouveaux contrats ou lors des renouvellements. Mais alors, ça pose des problèmes, on verra plus tard, parce que effectivement, le classement entre diverses obligations. Et voilà, le bailleur va vous dire, mais moi, je n'ai jamais eu encore de surveillance. Non, non, le renouvellement, c'est quand souvent on propose des nouvelles conditions et qu'on établit un nouveau contrat. Sinon, je rappelle que le texte qui régule vraiment les rapports propriétaires-locataires, c'est la fameuse loi du juillet 1989. C'est vraiment la loi du 89, qui est temps public, c'est une loi à laquelle on ne peut pas déroger. Vraiment, tout le cadre juridique des obligations des bailleurs et des locataires. Donc, dans ce texte-là, effectivement, il est dit qu'il faut un dossier de diagnostic technique au sein duquel il y a ce fameux diagnostic de performance énergétique. Et bah, c'est vrai que oui, sans DPE, ça peut être un problème puisqu'il n'y a pas cette obligation vraiment légale, mais que d'un autre côté, maintenant, pour des tas d'obligations, on en parlera des gels des loyers et tout, ça va être au propriétaire quand même de faire la preuve que son logement n'est pas classé. Quelque part, ça va revenir quand même à une sorte, un petit peu quand même d'obligation de le faire finalement. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent aller à la limite. Voilà, c'est peut être des fois argument juridique. Voilà. Ça peut arriver. Hein. Oui, c'est pas facile. Et bien, de toute façon, à terme, voilà, les gens qui ont des logements vont devoir de toute façon faire ces diagnostics parce que par la suite, un bailleur qui peut vendre, de toute façon, maintenant, c'est demandé. Ah, ben, bien sûr, ça fait en fait, pour la vente, ça a toujours, enfin, voilà, pour la vente, c'est beaucoup en plus c'est très important parce que ça conditionne ce qu'on appelle un peu la valeur verte du logement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, on parle vraiment de décote en termes de prix pour des logements mal classés, puisque vous avez aussi des gens qui achètent des logements pour les louer, des investisseurs. Et si effectivement ils savent qu'ils ont ces contraintes, il y en a qui vont effectivement jouer sur le prix, mais il y en a d'autres pour faire une bonne affaire et faire des travaux, mais il y en a d'autres qui vont dire bah non, je n'achète pas ce type de logement. Ouais, dans les annonces classées FPG. Hein, voilà, je ne vais pas trop m'étendre encore sur ce diagnostic. Bon, Armaël, peut-être par la suite. Voilà, voilà, je dis qu'on n'est pas très technique. Simplement, c'est vrai que maintenant, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que outre la performance énergétique du logement, il y a vraiment effectivement aussi les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait qu'il y a vraiment les deux étiquettes maintenant. Hein. Les calculs sont plus fiables. Avant, c'était un petit peu sur facture, donc il dépend. C'est des méthodes de calcul beaucoup plus objectives. Hein. Voilà, on tient compte aussi des énergies renouvelables, des conformités. Il y a effectivement du prix d'énergie, beaucoup plus parlant, qui renseigne vraiment sur la performance énergétique.
Donc, alors, effectivement, il y a vraiment ces étiquettes maintenant qui sont dans le diagnostic, qui sont vraiment le. Voilà, Là, effectivement, ça dépend. voilà, c'est le contenu. Alors, parallèlement à ce diagnostic, effectivement, comme il fallait pousser les bailleurs voilà, à améliorer cette étiquette énergie, le législateur, en fait, s'est servi de la notion de décence des logements hein, pour intégrer dans cette notion de décence la performance énergétique. C'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à récemment, finalement, à part depuis 2007, il y a des diagnostics dont personne ne s'occupait tellement. C'est vraiment depuis 2015 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, hein, donc là je fais un petit rappel historique, où effectivement, dans l'article de la loi 89, sur les obligations du bailleur, à savoir l'article 6, livrer un logement décent, c'est-à-dire qui ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité du locataire, dont les éléments, effectivement, sont décrits dans un décret, le fameux décret d'essence, hein, où a été intégré, effectivement, pour la première fois en 2015, il a été dit que le logement décent devait répondre justement à un critère de performance énergétique minimale. À la suite de ça, il y a eu un décret de 2017. Hein. En 2017, on était encore plus sur des notions comme ça un petit peu floues, puisque à partir de janvier 2018, le logement devait être étanche à l'air. Hein, et donc, il y a toujours la même formule dans le décret d'essence, c'est-à-dire qu'il doit être protégé contre les infiltrations d'air parasites, les portes et fenêtres du logement, les murs et parois donnant sur l'extérieur, sur des extérieurs de locaux non chauffés, présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures de pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Ensuite, avec effectivement juillet 2018, la notion d'aération est précisée. Hein, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état, permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptée aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Donc, vous voyez, on était sur quelque chose quand même d'un petit peu flou, un petit peu vague et un petit peu à l'appréciation des voilà. Tout, effectivement, on a pu petit à petit arriver sur quantifier les objectifs. Et voilà, est intervenue la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et où là, la notion de décence a été un petit peu complétée. Voilà, c'est chez vous. Ouais. Si vous nous laissez votre mail, on pourra faire passer le PowerPoint. Alors, bon, ouais, on va zapper la première. Et normalement, dans un instant, je retrouve la souris. Ah, Voilà, ça y est. Voilà, alors, Normalement, le vote est ouvert. Mais alors, pour l'instant, je sais pas, moi. effectivement, le critère de réponse énergie minimale était défini est-ce que par ces fameuses lettres A, B, C, D, ou par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par le modèle. Ouais, Parce que là, la une, on a déjà répondu. j'ai dû passer. Ah oui, alors c'est moi alors, on fait comme ça. Eh, oups, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Donc, oui, alors, je donne la réponse. Hein. Effectivement, c'est un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an. Sachant que ce seuil, il est fixé à 450 kWh par an par mètre carré de surface habitable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est le droit commun qui s'applique aux économies. On va le voir, il y a des échéances dans le temps. Là, pour l'instant, on est toujours à ce stade-là. Alors, ça a fait l'objet d'un décret en 2021. Je passe encore. Bah là, donc, on est sur la deuxième diapo. Là. Sur la deuxième 23. voilà. Donc, cette mesure qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
Hein. Donc, elle concerne, alors, je vous ai dit, hein, les logements qui consomment plus de 450 kW, enfin, c'est des logements extrêmement énergivores, appelle en G+, entre guillemets, hein, c'est encore pire que les G, dont on va parler par la suite. Donc, alors voilà, est-ce que ça s'applique à tous les contrats de location en cours ou seulement aux contrats conclus à compter de cette date? Et donc, les avis sont très partagés. Ah, 2 votes pour la première et 2 votes pour la seconde. alors, effectivement, ça s'applique uniquement aux contrats conclus là, à compter de janvier 2023. On revient sur cette notion d'application dans le temps. Ce qui Alors là, par contre, il a été prévu par la jurisprudence et puis aussi par un article code civil. Là, par contre, dans ce cas de figure-là, la tacite reconduction est assimilée au que à un nouveau contrat. Donc, en fait, ça s'applique au contrat qu'on fait à compter de janvier 2023 et au contrat qui éventuellement se reconduisent classiquement à compter de cette date-là. Qui a été conclu en juillet 2020, arrive à être il est reconduit tacitement en juillet 2023, ça s'applique dans cette figure-là. Et au renouvellement, bien sûr. C'est la jurisprudence c'est à la fois la loi et la jurisprudence. La jurisprudence, c'est toutes ces notions de reconduction de contrat tacite, de reconduction tacite qui sont assimilées à un nouveau contrat. C'est la même chose. Alors, meublé, c'est 1 an, bien sûr. Là, effectivement, on parle avec plus souvent quoi que des meublés, il y en a de plus en plus maintenant. Et effectivement, hein, je rappelle que, voilà, au sens de la loi de 89, sur les locations vides ou les contrats sont des contrats de 3 ans qui sont législativement tous les 3 ans. Et en meublé, effectivement, maintenant, les obligations sont quasiment les mêmes, si ce n'est la durée du contrat. Hein, le charge du contrat, il y a une résidence principale, bien sûr, pas du tout dans les meublés de tourisme et tout ça où effectivement, voilà, la durée est de 1 an et où il y a une reconduction tacite, d'ailleurs, voilà. Donc, voilà. Ce qui fait que beaucoup, à la limite, un bailleur qui loue un logement là depuis janvier 2022, à la limite, dont la consommation excède ce seuil maximal, finalement, il n'est pas encore dans l'illégalité. Par contre, il va quand même subir, on verra, voilà, certaines contraintes, quand je vais développer ça. Mais un meublé de 2016, il est contraint. Enfin, à partir de 2023, là, si ça intervient en 2023, il n'est plus dans le. C'est le nouveau contrat de location qui fait foi. Voilà. Et justement, mais c'est ce qu'on vient juste de dire. Il est reconduit tacitement, donc en fait, même s'il est reconduit tacitement, il est reconduit. Donc c'est un nouveau contrat qui démarre. Donc à ce moment-là, l'obligation. Exactement. Et donc là, on est dans du juridiquement contraignant. Voilà. Pour ça, si vous voulez, en parallèle, il y a le DPE, c'est un petit peu particulier. Hein. Et effectivement, toute cette législation avec l'article 6, les obligations du bailleur, la notion de décence. Et alors, voilà, après cette loi de 2019, on est arrivé alors là au gros morceau, hein, puisque un petit peu tout ce qu'on va dire maintenant, ça découle effectivement de cette fameuse loi du 22 août 2021, dite climat et résilience. Voilà. Donc là, oui, première question. Bon, je pense qu'un petit peu tout ce qu'on dit vous amène quand même plus ou moins aux bonnes réponses. Hein, bon, à partir de cette loi-là, le bailleur est tenu de remettre un logement décent et cette fois, cette notion de décence, de performance énergétique, elle change encore. Hein. Donc là, voilà, est-ce qu'on est toujours dans le seuil maximal de consommation d'énergie ou est-ce que effectivement on doit répondre à ce qu'on appelle un niveau de performance énergétique minimale? Tu as répondu? Voilà, donc effectivement, maintenant, c'est le niveau de performance minimale, donc qui est avec les fameuses lettres A, B, C, D, E.
la loi ayant prévu effectivement tout un calendrier. Euh, voilà, avec donc en 2025 l'obligation effectivement ne pourra plus louer un logement classé G. Enfin, c'est pas qu'on ne pourra pas louer, mais c'est qu'il deviendra indécent et le locataire pourra exiger certaines obligations de la part du bailleur. À partir de 2028, les logements ne pourront plus être F. Et enfin, à partir de 34, ils ne pourront plus être E non plus. Sachant que A veut dire extrêmement performant, G extrêmement peu performant et E assez peu performant. 2026 et après 2034. Et là, et alors là, ben, effectivement, il faudra respecter. Normalement, le but du législateur, c'est dans 2028 qu'il y ait plus de passoires énergétiques. En gros, pour résumer, c'est ça. Alors, je rappelle qu'on est en 2023 et que pour la plupart des logements, pour faire tout le parcours de rénovation, surtout en copropriété, 2028, c'est aujourd'hui. Voilà, c'était juste la petite remarque qui plombe. C'est même pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut 5 ans. Alors, il faut 5 ans pour pouvoir mettre en place depuis la première réunion de copropriété jusqu'à l'accompagnement final et la remise en clé. Il faut à peu près 5 ans pour pouvoir faire la rénovation d'une copropriété. Donc, c'est pas ça. Il faut du temps, beaucoup de temps pour que les gens se mettent d'accord. Puis après, il faut tout l'accompagnement. Il faut faire les travaux. Et donc, généralement, ça prend 5 ans quand ça marche bien. Quand ça marche bien. Les gens sont bien décidés qu'ils ont voté en magie. Et ensuite, il faut que les entreprises soient là. Alors, pour l'instant, on y arrive. Lorsque tous les propriétaires vont se réveiller en même temps, les filières, sachant que de l'autre côté de la frontière, il y a le même problème. Il y a exactement le même problème, il y a les mêmes obligations. Le canton de Genève a mis 24 millions sur la table pour rénover tous les logements, sauf qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Donc, si nous, on décide aussi de former la main-d'œuvre, ils seront bien formés et au bout de 6 mois, voilà. Donc, voilà, ça veut dire qu'en fait, on a vraiment, mais on a une réflexion au niveau du Grand Genève pour ces questions-là. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir être extrêmement flexible sur l'ensemble de ces questions pour pouvoir permettre aux gens de faire des choses. Et ça veut dire que faut commencer le plus tôt possible. Alors bon, voilà, là vous êtes 3. Vraiment aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les copropriétés, c'est compliqué, mais L'appartement qui n'est pas le même, il faut faire attention. Il y a une obligation aussi maintenant de faire un DPE collectif, sachant que là aussi ça a beaucoup changé. Il y avait un outil le DPE collectif qui pourra servir un petit peu d'ailleurs à aider pour faire le DPE individuel en fonction des travaux qu'a fait le propriétaire. Mais c'est vrai que c'est la copropriété, c'est lourd. Alors par contre, ce qui est intéressant en fait par rapport à la copropriété, c'est que jusqu'à présent il y avait un certain nombre d'accompagnements. L'ANA va reprendre l'année prochaine cet accompagnement. L'AGLO, on va essayer d'accompagner l'accompagnement au maximum pour les copropriétés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque part, c'est aussi à vous qui êtes là à cet atelier. Alors, j'aurais aimé dire à vous qui êtes là à cet atelier plutôt que vous. Comme ça, juste 3 personnes, mais c'est d'aller parler aussi, d'aller prêcher cette parole. Il y a des ateliers qui ont été faits, en tout cas, par le CIAN, par aussi Innoval, autour des copropriétés avec des syndics qui étaient partants et qui étaient motivés. Et il y a eu, c'était l'année dernière qu'il y a eu cette session, si je me souviens bien. Donc voilà, il faut aller essayer de faire en sorte de toucher le plus de monde possible. Mais il y a des ateliers qui existent pour les copropriétés spécifiquement. Voilà. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à convaincre tout le monde, et quel que soit son revenu,
Et là, je crois que il y aura peut-être des slides sur des diapos sur les aides financières. Et les aides vont être appelées et les banques, etc., mettent de plus en plus de dispositifs également et travaillent de plus en plus en collaboration sur ces dossiers-là. Tant qu'à faire, autant faire la pub de d'autres Savoir Innovation Énergétique qui a un service dédié à l'accompagnement des copropriétés avec vraiment une prestation d'assistant à maîtrise d'ouvrage et puis des formations notamment pour les syndics pro, mais aussi ce qu'on appelle un diagnostic préalable de copropriété, donc qui fait vraiment, qui vient poser les bases d'un projet de rénovation énergétique, qui vient distribuer les rôles, et puis qui interviennent généralement en AG, mais voilà, mes collègues repartent quand toutes les questions sont posées. Voilà, et qui sont disponibles, alors un peu moins ces derniers temps, mais qui seront à nouveau disponibles pour intervenir auprès des copropriétaires ouais, dans un mois et demi, sans problème. Pour l'agglo, on avait mis en place un programme qui s'appelait Chaud dedans, qui a duré 5 ans, pour motiver les copropriétaires à faire des travaux d'isolation thermique par l'extérieur. Parce que c'est ceux qui étaient de copro, oui. C'est plus Laurent, mais plus que ça. On va continuer. Voilà. Et l'idée, c'est de relancer ce type de programme. Oui, justement, on était en train de discuter sur le chiffre. Alors, des copropriétés accompagnées, il y en avait eu un certain nombre. Hein. Par contre, des copropriétés dont on a remis les clés avec tous les travaux, moi, il me semblait que c'était peut-être 6 à la fin. Mais après, voilà, avec un accompagnement. Il y a eu le Covid. Oui. Ça a démarré juste avant le Covid, donc après, il y a eu l'effet Covid. Là, on termine avec une dernière copro. On poursuit. Justement, c'est pour ça qu'on disait. Donc oui, voilà, la qui vous donne un petit peu effectivement les différents. Là, oui, il y avait le même sujet d'avant, d'application dans le temps. Hein, c'est toujours pareil, effectivement, même en janvier 2025, si vous avez un logement qui a été un contrat qui a été conclu avant, bah, effectivement, j'avais une quelque chose qui a été conclu, par exemple, en 2024, qui est classé G, à la limite, bah, il n'est pas tout de suite considéré comme non décisionnel. Alors, oui, donc le législateur a cherché aussi à ce qu'il y ait une information le plus en amont possible. Hein. C'est pour ça que voilà, il y a toute une législation également donc, sur les annonces immobilières. Hein. Voilà, les tickets de donc 2007, 2011, 2021 d'après lui. Vous voyez, l'annonce immobilière, ça c'est vraiment chose, pyramide. Voilà. Il y a depuis janvier 2022 l'obligation de marquer le montant des dépenses théoriques annuelles de tous les usages par le DPE, à savoir tout ce qui est chauffage, eau, refroidissement, etc. Donc le montant maximum doit être indiqué. Il doit y avoir aussi le prix avec l'année qui a été prise comme référence pour les prix. Hein. Ça, j'insiste parce que c'est en contrat de c'est très important. C'est pas normal. Hein. Voilà, après, donc, pour ces annonces, maintenant, donc, depuis janvier 2022, il y a effectivement des mentions particulières, justement, concernant les logements. Même si, au regard de la loi, pour le locataire, le logement n'est pas considéré il y a des amendes. Donc, au départ, ça concernait en 2021 que les professionnels. Maintenant, ça concerne même à la limite les particuliers. Voilà. Donc, les annonces, elles peuvent être autant sur Internet que dans la presse écrite. Alors, la presse écrite, elle a une petite mention spécifique. Sur Internet, dans les vitrines.
Et il peut y avoir pour les particuliers, et après mise en demeure quand même, une amende, donc il peut aller jusqu'à 3 000 euros. Pour les professionnels, ça passe de 3 000 à 5 000 pour 15 000 euros pour une personne morale. Donc, voilà, information donc, donnée bien en amont. Oula, ça se fait un peu vite. Ah ouais. Quand j'ai fait ça. Ah ouais. Bon. Alors, idem dans le contrat de location. Hein. Je rappelle que le contrat de location donc, comporte pas mal d'annexes maintenant, un dossier de DPE, pour le DPE, une notice d'information sur les droits et obligations. Cette notice d'information, elle a été modifiée en avril 2023 pour justement intégrer toutes ces obligations de performance énergétique. Hein. Dans l'article 3 qui donne des clauses obligatoires, il y a aussi cette obligation bon, qui n'est pas sanctionnée, mais de mettre le montant des dépenses, comme dans les annonces. Hein. Respectivement, en 2024 et 2025, sont renforcées, effectivement, voilà, il y a des mentions qui doivent être précisées clairement, l'obligation avec les délais, voilà, des étiquettes, voilà. Dans ces cas, il y a maintenant alors oui, bon, là c'était un petit peu une slide pour un petit peu illustrer la contradiction. Vous avez plein de clauses, hein, donc on a donné un petit peu des exemples. Alors des clauses résolutoires, c'est des clauses, si vous voulez, bon le principe, hein, toute petite parenthèse, c'est que normalement pendant par exemple 3 ans ou 1 an, un propriétaire ne peut pas donner de crédit à un locataire. Par contre, si effectivement il ne respecte pas certaines obligations, après certains actes, comme un commandement de payer par exemple par huissier, vous avez une clause qui dit que voilà, le contrat de location mentionne certaines informations concernant les dépenses énergétiques. Je pense que la réponse, vous allez la mettre effectivement, c'est vrai. Donc, vous voyez, voilà, le législateur a voulu, dans les annonces, dans le contrat, maintenant, réaffirmer cette obligation d'arriver à l'horizon 2028 voilà, de ces logements. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un bailleur? Hormis ces questions de modalités d'application dans le temps qui sont un peu juridiques, que bon, je dois bien dire quand même forcément en tant que juriste, qu'est-ce que ça entraîne pour un bailleur à l'heure actuelle quand il trouve un logement qui est fugé? Eh ben, la loi climat et résilience a prévu ce qu'on appelle un gel des loyers. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'effectivement, il est possible donc désormais d'augmenter le loyer entre deux locataires, c'est-à-dire que votre logement devient vacant, le locataire part. Est-ce qu'effectivement, on peut ou pas augmenter le loyer? Est-ce que c'est partout ou dans certaines zones? Et maintenant, j'ai dit ça par contre, enfin, depuis la loi, enfin, on va là aussi, effectivement la loi climatique de 2021 qui s'est appliquée à partir du 24 août 2022, donc 1 an après. Effectivement, à partir de cette date-là, il est prévu un gel des loyers. Et notamment, donc voilà, la première question que, voilà, que je vous pose, c'est effectivement entre deux locataires, est-ce qu'effectivement, votre logement il est classé F, est-ce que vous pouvez trouver un petit peu bas, est-ce que vous pouvez l'augmenter? Donc, voilà. Un logement classé F. Alors, est-ce que ça se passe comme ça partout? Il y a ce qu'on appelle les zones tendues. Il y a un décret récemment qui a élargi. Effectivement, ils ont quand même voulu harmoniser, mais c'est vrai qu'au départ, ça ne s'appliquait qu'en zone tendue, où là aussi, il y a un petit rappel technique. En zone tendue, il y a un décret de blocage chaque année. Hein, qui effectivement impose aux propriétaires de ne pas augmenter le loyer entre deux locataires.
Sauf, alors il y a des dérogations prévues quand le propriétaire notamment fait un certain volume de travaux ou effectivement quand il trouvait que c'était manifestement sous-évalué. Et là encore, dès 2020-2021, il y a eu un petit coup d'arrêt, c'est-à-dire que si le logement est un petit peu énergivore, c'est au-dessus de 330 kWh par an et par mètre carré, je crois. De toute façon, effectivement, à ce moment-là, il ne pouvait pas jouer sur les dérogations. Là maintenant, la loi climat et résilience, elle a voulu harmoniser, uniformiser dans tout le territoire entre deux locataires. Si votre logement est une passoire énergétique, vous ne pourrez pas augmenter le prix. Ensuite, la révision du loyer. Chaque année, vous savez qu'un loyer peut être révisé en fonction de l'IRL, si c'est prévu au contrat. Donc là encore, voilà, est-ce que, voilà, si ça va être possible ou pas, si vous avez un logement. Vous avez raison. Sauf que là, on se retrouve toujours pareil avec cette notion d'application dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, comme là, ça touche voilà, pour les nouveaux contrats, tous les contrats tacitement reconduits, tous les renouvellements, éventuellement, vous pouvez avoir, c'est un petit peu bizarre parce que sur un même palier, vous pouvez avoir un locataire étant rentré en 2021, son logement se termine en 2000, son contrat se termine en 2024, ça ne subira pas de révision de loyer en 2023. Et effectivement, donc, un autre qui dit effectivement, son logement étant, voilà, s'étant reconduit après août 2022, ne pourra pas se voir une révision. Là, on commence à avoir beaucoup de questions là-dessus. Hein. Les juristes au téléphone, là, les gens m'ont pas mal entendu parler. Ils disent oh là là, mais je crois que mon logement est léger, je crois que mon propriétaire ne peut pas me réviser le loyer. Ils ont un petit peu de mal à comprendre ces subtilités. Votre contrat, quand est-ce qu'il s'est tacitement reconduit? Ah, il s'est tacitement reconduit juste avant août 2022. Bah non, malheureusement, à la limite, pendant 3 ans. Bon, là encore, attention, un bailleur peut effectivement comprendre qu'il y aurait peut-être intérêt à part les. Enfin, voilà, il ne révise pas le loyer, enfin, juridiquement parlant, c'est ça. Sur l'exemple, éventuellement. Sur l'exemple, bon, oui, voilà, hein, le bail de location de 3 ans a été conclu en novembre 2021. Voilà, est-ce que c'est vrai que le loyer ne peut pas être révisé en novembre 2020? Oui, ben voilà, madame a raison. Novembre 2021, novembre 2022, novembre 2023, cours de contrat. Par contre, il va se reconduire facilement qu'en 2024, et en principe, c'est là qu'on ne pourra pas réviser le loyer. Alors là encore, je vais vous passer des choses, mais des commentaires de la MIL où effectivement, la façon dont c'est rédigé dans le texte, on pourrait même dire que ça s'applique qu'après encore. Là, la question est posée à la DHUP. Bon, tout ça, c'est un petit peu des arguties juridiques, mais il n'empêche que voilà, quand un propriétaire ou un locataire veut vraiment une réponse précise, et ça, c'est le droit. Alors, donc, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis après, bah, vous savez, vous disiez qu'un locataire va devant le tribunal, mais bon, il y en a qui vont quand même, niveau bailleur, hein, parce que sinon, on n'aurait pas d'arrêt de cour de cassation, des choses comme ça. Et effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que, voilà, vous avez des avocats qui vont s'emparer de choses comme ça. Et voilà, bon, en niveau des zones tendues et des augmentations des frais de patrimoine du sol, avec lui, des zones silences, effectivement, ça discute fort quand même. Alors, autre conséquence pour le bailleur qui loue donc ce qu'on appelle une passoire thermique. Alors, est-ce que effectivement, donc, on considère que le bail est valable ou pas? Il est nul ou... Alors, en réalité, voilà, c'est là aussi, toutefois, oui, on entend un petit peu tout et son contraire. Attention, voilà, le bail ne va pas s'arrêter, il n'est pas nul, il existe. Bail, hein, il y a un contrat de location, il y a un rapport locatif. Voilà, le locataire va toujours payer son loyer. Par contre, on considère que le bailleur donc, ne respecte pas son obligation de décence. Donc, effectivement, alors surtout, ce qu'il faut pas dire, c'est au locataire de ne pas récupérer son loyer, par exemple. Comme on demande le respect de l'obligation, hein, parce que c'est quand même en faute. Mais voilà, le bailleur peut effectivement, le locataire peut effectivement voilà, mettre en demeure son propriétaire
complètement une fausse idée. Depuis 30 ans que je suis dans la partie, je dis je peux le bloquer à la caisse du dépôt, je peux le bloquer chez un dossier. Non, on ne peut consigner un loyer que sur décision de justice. Donc, ça impose effectivement d'aller faire reconnaître son droit en justice, ce qui n'est pas simple, hein, j'en conviens. Et beaucoup de locataires ne vont pas forcément y aller. Hein, donc, c'est pour ça que c'est complexe. Hein. Mais même là, en la matière, pour l'instant, les textes sont ainsi, c'est-à-dire que voilà, le locataire pourra demander au bailleur de faire les travaux. Hein. Mais si le bailleur refuse, il ne peut pas se faire justice lui-même. Et donc, la solution, ça sera éventuellement d'aller devant le juge. Et le juge, effectivement, il pourra effectivement condamner le propriétaire à exécuter les travaux, par exemple. Il y a d'autres choses possibles et on peut effectivement condamner à indemniser le locataire pour le préjudice. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut se faire, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'allocation logement. Hein, au niveau de la CAF, les allocations logement sont distribuées à partir du moment où le logement est décent. Et comme maintenant la performance énergétique est un critère de décence, si effectivement la CAF a connaissance du fait que ce critère de performance énergétique n'est pas rempli, elle pourra faire ce qu'on appelle la conservation d'allocation logement, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le locataire ne paye que la part résiduelle et la CAF met de côté, conserve l'allocation logement. Il y a un délai de 18 mois pour que le bailleur, par exemple, fasse les travaux, remettre aux normes, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est dans les 18 mois, c'est pas fait. Bon, alors là, il ne récupère qu'après, donc ça peut reverser, bien sûr, si on fait des travaux. Par contre, s'il ne l'a pas fait, il ne touchera plus jamais cette dette. Après, le locataire devra nous. Alors, c'est éventuellement, dès le départ, lorsque à l'ouverture des droits, où elle demande le contrat et maintenant, normalement, il y a certaines mentions. Sinon, je suis d'accord, en cours de route, elle n'est pas censée le savoir si ça ne lui est pas indiqué, qu'elle n'est pas saisie par le locataire, du fait qu'il y a un problème de décence. En clair, il va falloir faire de la communication et de la pédagogie. Le propriétaire peut mettre en bon état son logement et il a mieux. Alors, le principe, c'est que le locataire ne peut pas refuser les travaux. Hein. Comme je disais, la loi de 89, c'est des droits et obligations respectifs. Et dans un article de cette loi, le locataire doit normalement laisser s'exécuter les travaux nécessaires au maintien en état. Il y a des travaux de mise aux normes, des travaux de performance énergétique. Hein. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais effectivement, là, le locataire qui, du coup, refuserait effectivement de laisser les travaux, là, la limite serait en faute. Alors après, c'est la loi classique, c'est-à-dire si les travaux durent plus de 21 jours, le prix du bail est cumulé, voilà. Et il y a effectivement, et que c'est des cas où, voilà, le logement deviendrait inhabitable, mais là, après, c'est ça qui va remarquer. Et puis, il y a aussi une autre sanction hein, que peut prononcer le juge, c'est-à-dire qu'il peut aussi éliminer le loyer ou accepter une consignation justement pendant un certain temps ou pendant le temps que les travaux se passent. Donc il y a un petit panel quand même. C'est vrai que dans le cas d'un propriétaire vraiment qui résiste, ça nécessite voilà. Alors se pose effectivement pourquoi un locataire parfois participe pas aux travaux, effectivement. Bon, c'est vrai que voilà, sur le principe, c'est pas à lui, à mon avis, voilà, d'améliorer, voilà, tout à fait. Par contre, bon, vous avez parfois des gens qui, effectivement, pourquoi pas, ça arrive, sont prêts, comme il y en a qui repayent très régulièrement leur logement, qui entretiennent bien, qui se sentent bien chez eux et tout. Et il y en aurait, pourquoi pas, qui voudraient, pourquoi pas, effectivement, faire certaines améliorations en disant ça va pas assez vite et moi, voilà, j'y suis bien, voilà. Et donc, alors, c'était vrai. Oui. Alors voilà, très bien, vous mettez le doigt sur effectivement, voilà, c'est important. C'est-à-dire que dans la loi, le locataire peut toujours, même avant cette forme de performance énergétique, faire des travaux d'aménagement. Ça, sans même demander l'autorisation du propriétaire. Dès lors que c'est des travaux plus importants, ce qui peut être le cas de travaux de performance énergétique, on appelle ça des travaux de transformation. Ces travaux, ils nécessitent, d'après la loi, normalement, l'autorisation écrite du propriétaire, sinon le propriétaire peut demander à la sortie le remboursement, de remettre en état au frais du locataire ou de garder les améliorations sans l'indemnité. Alors la loi
loi de 2015 pour l'adaptation des logements pour les personnes handicapées a prévu un peu un régime dérogatoire qui s'est appliqué là dernièrement aux travaux de performance énergétique. C'est-à-dire le locataire peut solliciter, enfin demander l'autorisation à son bailleur. Et il y a un régime d'autorisation tacite, c'est-à-dire que si le bailleur ne répond pas pendant 2 mois, il est censé donner son accord. Encore, je ne rentre pas dans tous les textes, mais il y a un décret spécifique, hein, c'est des textes que vous avez vers la clé de savoir, qui fixe le type de travaux qu'il est possible de faire dans ces cas-là. Le locataire doit donner le nom des entreprises. Une fois les travaux faits, il doit prévenir son propriétaire. Ça permet qu'il soit à l'abri, éventuellement, à la sortie, effectivement, de réclamations. Mais bon, il peut toujours y avoir de la négociation, hein, le propriétaire et le locataire, qui à la limite s'engagent sur effectivement des participations. Alors c'est un peu anecdotique, hein, c'est vrai, mais n'empêche que la loi, voilà, le prévoit. Il y avait aussi alors un texte. Pardon. Excuse-moi, voilà, j'en parle quand même, hein, parce qu'en 2009, il avait été prévu. Alors là, c'était des textes très techniques pour pouvoir faire participer le locataire aux économies de charges. Parce que voilà, d'ailleurs, effectivement, il fait des travaux, mais que du coup, le locataire aura moins de charges. Et donc, effectivement, il y a des textes. Alors, voilà, en 2021, là encore, c'est comme pour la zone tendue, il y a effectivement, ça ne peut concerner que des logements qui sont équipés. Là aussi, si vous voulez plus de détails, vous pourrez venir vers nous. Après, c'est assez compliqué, ça implique une concertation avec le locataire, ça implique soit de faire un bouquet de travaux, donc plusieurs travaux, soit un ensemble de travaux qui permettent d'atteindre une certaine performance énergétique. Ça dépend de la date de construction de l'immeuble pour le calcul de ces fameuses économies de charges. Donc, c'est quelque chose qui va se rajouter sur la quittance, le loyer, les charges, et il y a une participation, admettons, pendant un certain nombre d'années à hauteur de 15 euros, par exemple. Et les charges de consommation des... Alors, c'est quelque chose que le locataire, c'est une sorte de somme forfaitaire que le locataire va payer en plus chaque mois, qui est censé, l'idée, c'est censé, si vous voulez, compenser un petit peu voilà, au niveau du propriétaire qui a engagé des frais, et le fait que le locataire, par exemple, concrètement, payera beaucoup moins de chauffage, par exemple, qu'avant. Oui, non, mais je sais pas. Oui, c'est déjà. Non, mais je suis d'accord, mais je suis obligée d'en parler. Je suis là pour lire les textes. Hein, et depuis 2009, j'ai pas un bailleur dans le secteur privé qui m'en a parlé ou qui a voulu faire ça. Par contre, il y avait des textes pour les bailleurs sociaux, et eux, par contre, les bailleurs sociaux, ils se sont emparés de ça, hein, et ça, on le voit pas. Donc, je suis obligée d'en parler un petit peu à la marge. Voilà. Voilà, et enfin, donc pour finir, dans quel cas, effectivement, un propriétaire pourrait être exonéré de l'obligation de faire les travaux. Alors oui, alors d'abord, est-ce qu'il existe des dérogations, justement, d'abord? À votre avis? Oui, vous doutez. Non, si on pose un peu la question, c'est vrai. Alors effectivement, voilà, alors est-ce qu'il peut être dispensé par le juge? Voilà, est-ce que c'est parce que le coût des travaux est trop important, parce que le logement est situé en copropriété dans certains cas, ou pour d'autres raisons? Alors oui, vous avez tout à fait raison. Article 20-1, je crois qu'il y a une slide après, je mets cet article. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand ça ne satisfait pas ou une sens, le locataire peut agir contre le propriétaire. Il y a un différent de sanctions, mais il est dit maintenant, c'est le droit commun qui s'applique là, effectivement, depuis 2023. Toutefois, le juge peut ordonner de mesures pour permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré par an. Lorsque le logement est un immeuble soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire concerné démontre que malgré ses différences en vue de l'examen de résolution tenant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. Les murs, c'est un
Ah bah, la plupart, l'isolation par l'extérieur, en tout cas, oui. Par exemple, on peut faire l'isolation par l'intérieur. Bon, après, ça dépend de la configuration du logement, de tout un tas de choses. Voilà, moi, je ne suis pas technicienne, on va dire. Mais c'est vrai que pour en venir à ces travaux très compliqués de copropriété, vous avez des propriétaires qui, effectivement, voilà, c'est voilà, mais comme on disait tout à l'heure, il y a souvent de la santé, du temps que ça prend. Et donc, dans ce cas-là, s'il est mis en cause pour ce locataire, et qu'il porte la preuve qu'effectivement, il a tout fait pour que ça passe en AG, qu'il a fait aussi des choses à l'intérieur, et que du coup, il n'atteint pas cet objectif de cette action énergétique importante, effectivement, le juge pourra constater, il n'a pas l'obliger. Ça n'empêchera pas qu'il pourra y avoir quand même une diminution du loyer, par exemple. Et puis, à l'horizon 2025, on parle aussi de, voilà, quand c'est des bâtiments qui ont une configuration architecturale spécifique, hein, voilà, bâtiments historiques, des choses comme ça, où il y a des contraintes telles que, voilà, au niveau, ça entraînerait des pathologies pour les bâtiments, des choses comme ça. Où là encore, ça va être une exonération à partir de. On va avoir un florilège de bâtiments patrimoniaux. Un petit peu ce qu'on peut dire des textes et des. Ouais. J'enchaîne sur la partie technique et puis on va essayer de sortir du punitif, essayer de voir que le bon côté des choses et que justement on peut bah, tirer plein de choses positives de cette obligation. Et donc là, cette partie, ça va être vraiment un focus sur les conditions de réussite de sa rénovation énergétique. Alors juste simplement en introduction, on en a déjà parlé, mais voilà, éco-rénover son logement, euh, c'est forcément se centrer sur la performance énergétique du logement, mais ça embarque d'autres notions. On a parlé du confort et de la santé des occupants, évidemment, mais ça, et pour boucler avec l'introduction l'introduction générale, la préservation des ressources énergétiques, la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets, la qualité de l'air intérieur, le confort des occupants, que ce soit acoustique ou visuel, la qualité environnementale et sanitaire des matériaux de construction. Donc voilà, ça vient englober tout ça. Et quand on agit sur la rénovation énergétique, c'est quand on agit sur la performance énergétique, on vient agir sur d'autres thématiques annexes. J'ai refait la même erreur. Super. Hop, les gourmands. Ah, Le diaporama est très lourd. juste au-dessus. Non, alors attendez, là c'est l'intro. Et voilà. Donc, ouais, simplement remarteler des choses qui sont relativement connues, mais les avantages individuels et collectifs de la rénovation énergétique, donc ça s'applique forcément, et y compris aux propriétaires bailleurs et à leurs locataires. La réduction des coûts d'exploitation, ça va de soi. L'énergie la moins chère est celle qu'on consomme pas. La contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, on l'a déjà évoqué, la valorisation du patrimoine immobilier avec la prévalence de la valeur verte, qui vient effectivement de plus en plus importante. À titre d'exemple, c'est quand même 7% par catégorie. Donc sur un bien, ça fait très vite une différence entre une passoire énergétique et un bien situé dans la moyenne du parc ou situé dans le haut du panier. L'amélioration du confort, on l'a évoqué aussi. La valorisation des biens sur les marchés compétitifs sont d'autant plus vraies sur nos territoires. La réduction des charges et de la vacance locative, là aussi. Et puis l'impact positif sur les rendements locatifs, ça va de soi. Les freins à la rénovation énergétique, alors bien sûr, il y en a beaucoup plus que ça.
mais j'en ai mis quelques-uns pour qu'on puisse éventuellement les discuter. Donc évidemment, et on l'a déjà soulevé, la longueur, la complexité du processus de décision en copropriété, le fait que dans un même immeuble, il y a une très forte diversité technique et sociale des profils de résidents, des mécanismes d'aide et de subvention qui sont parfois peu lisibles ou en tout cas euh, imbriqués ou difficilement imbricables ou difficilement articulables entre eux. Le manque d'information et de communication, ça, nous, Haute Savoir Rénovation énergétique, on peut en témoigner quasiment quotidiennement. Et puis le peu de retour d'expérience pour en servir de modèle ou et de moteur, c'est de moins en moins vrai, mais pour autant, euh, et vous le verrez aisément en faisant une simple recherche sur Internet, on communique très peu sur les réalisations, en fait. Voilà. Euh, donc, je vais poser les bases peut-être d'une méthodo euh, quand on veut réussir sa rénovation énergétique. Alors, bien sûr, c'est pas la panacée, mais ça peut servir de guide. On a parlé longuement du DPE, que c'était voilà, le document central sur lequel était reposé ce calendrier d'interdiction locative. Ces DPE, bien qu'il soit effectivement critiquable sur plein d'aspects, y compris techniques, voilà, il permet déjà d'avoir des bases très concrètes sur vous avez systématiquement un schéma déperditif qui vous explique grosso modo par où votre maison fuit, des estimations des coûts de chauffage qui normalement sont beaucoup plus fidèles à la réalité, y compris des recommandations de travaux, alors qui sont générées automatiquement par le logiciel de l'auditeur, mais qui généralement sont quand même plus ou sont fiables. Euh, alors, on peut pas pour autant les suivre aveuglément. Enfin, il faut vraiment avoir notamment sur du bâti ancien une, une démarche presque de sur-mesure sur le choix d'isolant, sur le choix du mode de chauffage, etc. Maintenant, le DPE, encore une fois, plus il s'est fortifié, plus il est devenu sérieux sur sa méthode de calcul, plus les recommandations sont devenues intéressantes. Si on veut aller plus loin, c'est déjà un document qui va vous permettre de tirer des conclusions très importantes et de prioriser les postes de travaux, déjà de dessiner un calendrier de travaux. Si vous voulez aller plus loin, et c'est d'autant plus vrai sur soit une maison individuelle de grande taille ou à l'échelle d'une copropriété, euh, de mandater un bureau d'études, de demander à un bureau d'études ou éventuellement un architecte ou un maître d'œuvre un audit thermique qui va lui être plus fidèle à la réalité, surtout qui va prendre en compte les usages, le nombre d'occupants et éventuellement même les factures réelles. Une autre façon de connaître son bâtiment, c'est de faire de la thermographie, c'est les images à la caméra thermique. Alors ça, il y a beaucoup de mythes qui circulent autour de ça. Ça permet pas du tout de quantifier les déperditions, mais ça permet quand même de les localiser. Voilà, ça permet. Non, on va pas voir les déperditions globales d'un mur, par exemple, ou on va voir vraiment les déperditions localisées. Donc, ça va permettre d'apporter des solutions de pansement à vraiment à moindre frais, qui vont être diablement efficaces. Mais en fait, les ponts thermiques qu'on va observer à la caméra, aux images thermographiques, ça représente en réalité que 7 à 15% de déperdition sur le logement. Un peu plus en copropriété, évidemment. Là aussi, dans l'idée de vous donner les bases d'une méthodo, alors encore une fois, c'est vraiment pas rapidement dit, hein, mais euh, quand on est passé, on a passé cette étape de récolter des données, et de bien connaître son logement, on peut planifier pardon, les travaux avec la priorisation des postes de travaux qui est permis notamment par le schéma dispositif. On budgète tout ça, on s'intéresse éventuellement aux aides, et qui sont en tout cas pour le moment plutôt la cerise sur le gâteau que vraiment déclencheur euh, de, de travaux ambitieux. On vient choisir la technologie, par exemple pour le chauffage, et puis les matériaux, par exemple pour l'isolation. On sélectionne des artisans de confiance, et ensuite on vient s'interroger sur sa stratégie de rénovation, c'est-à-dire soit on fait une rénovation poste par poste, donc on égrène les postes de travaux dans le temps. Euh, et là, voilà, ça nécessite de hiérarchiser, de prioriser les travaux, et généralement, et d'ailleurs
C'est systématiquement et de façon très importante, on voit un coût qui est global de l'opération qui est beaucoup plus importante. Ouais. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, nous, on prône vraiment le prosélyte. On est vraiment prosélyte en matière de rénovation globale qui a l'avantage d'être plus courte, qui a moins de risques d'erreur, et qui permet, voilà, d'éviter la superposition de mauvaises opérations. Donc ça, c'est l'avant-projet. Quand vous y êtes, et pour vous donner là aussi quelques billes sur comment gérer son projet de rénovation, on fait toujours la même chose, en fait. Quel que soit le système constructif, l'âge du bâti, peu importe, euh, toujours on commence par l'isolation. Et voilà, je rappelle quelque chose d'important, c'est que le rôle d'un système de chauffage, c'est de compenser le manque de performance de l'enveloppe du logement. Donc voilà, quand on réfléchit en termes de rénovation globale, on isole d'abord. Ensuite, quand on isole, on a tendance à éventuellement surétanchéifier ou rendre vraiment imperméable son logement. Et donc, on va avoir des problématiques de rétention d'humidité, etc. Donc, pour éviter ces désagréments, on s'assure d'avoir une ventilation maîtrisée. Là aussi, en chassant le surplus d'humidité, on gagne en rapidité de montée en température, de qualité de chauffe, etc. Donc là aussi, on vient gratter un gain énergétique supplémentaire. Et ensuite, pour finir, on s'occupe des équipements de chauffage qui n'ont une importance finalement que minime sur la performance énergétique et sur les consommations induites par l'occupation du logement. Pour illustrer tout ça, je vous ai mis deux diagrammes. Alors, évidemment, c'est pas ce qu'on va retrouver partout, mais c'est des ordres de grandeur qui sont observables à peu près partout en France, en fait. En tout cas, sur de la maison individuelle, c'est d'autant plus vrai. Le premier poste de déperdition sur la maison individuelle, de très loin, c'est la toiture. La toiture, l'isolation de la toiture, des combles perdus, des rampants de toiture, c'est un poste qui est très peu coûteux, qui est pas forcément très bien financé par les aides, mais qui du coup a un retour sur investissement très très intéressant. C'est le geste réflexe à avoir, c'est l'isolation de la toiture. Le deuxième geste qui vient ensuite, c'est un geste qui est souvent peu connu et parfois un peu dénigré par les propriétaires, c'est le renouvellement d'air et la circulation d'air parasite. Simplement en modernisant sa VMC, on arrive à gagner 15-20% de gains énergétiques à l'échelle du logement. C'est extrêmement important. En plus de l'intérêt sanitaire, par exemple, de l'évacuation des polluants, des fameux COV qui résultent de la dégradation des meubles, des produits d'entretien, etc., etc. Et ensuite, vous voyez, viennent des postes beaucoup plus compliqués à traiter, c'est-à-dire par exemple les murs 20%, 20-25% de déperdition énergétique pour un coût d'opération si vous faites de l'isolation thermique par l'extérieur ou même par l'intérieur, qui est très coûteux. Donc là, le retour sur investissement est très compliqué à maîtriser, à réduire. Et même si les aides sont très généreuses, le coût de la prestation est d'autant plus ici en Haute-Savoie et d'autant plus dans le Genevois, fait que voilà, euh, le simple argument du retour sur investissement n'est pas forcément évident pour déclencher une isolation thermique par l'extérieur. Le plancher bas, c'est généralement, alors soit c'est sur vide sanitaire, mais c'est simplement la dalle. Et en fait, la dalle a une très très forte inertie, et donc vient stocker et refluer dans le temps les calories qu'elle a stockées par le bord de la dalle, ce qu'on appelle le nez de dalle. C'est généralement ce qu'on voit très bien à la caméra thermique, par exemple. On voit un bandeau très clair. Voilà. Le plancher bas, c'est généralement ça. Donc, il s'agit. Et puis, vous voyez ce qu'on voit, par exemple, à la caméra thermique, les ponts thermiques, c'est finalement assez résiduel, ça représente 5%. Les menuiseries, pareil, les gens ont tendance à penser que c'est très, très important pour gagner sur ces factures, etc. En fait, c'est très important en sensation de confort. Supprimer quand vous avez du simple vitrage, vous le remplacez par quelque chose de très performant. Vous supprimez une paroi froide, et donc il n'y a plus ce mouvement de convection entre le mur chaud et la paroi froide. Vous avez plus
voilà, vous avez plus le point de rosée qui apparaît, la condensation. Vous avez plus ce petit mouvement convectif et ce petit vent qui vous passe dans le cou et sur vos. En fait, on peut dire que on capte la chaleur par nos récepteurs qui sont tous sur notre buste. Et donc, il est très, très sensible à la circulation d'air parasite. Donc, quand on fait une maison étanche et quand on chauffe à 19 degrés, et qu'elle n'est pas perméable à l'air ou alors que le renouvellement d'air est vraiment maîtrisé, on doit se sentir à 19 degrés. Ce qui n'est pas le cas, voilà, quand on est sur une maison qui peut avoir un mode de chauffage très performant, mais qui a des défauts de circulation d'air parasite ou des défauts de menuiserie, par exemple, la peau des menuiseries. Alors, le même principe en copropriété, et pour aussi parler des difficultés spécifiques aux copropriétés, là, l'essentiel des déperditions, vous voyez, il se fait par les murs et l'air renouvelé, par la VMC. Et donc là, c'est beaucoup plus lourd à traiter, évidemment, puisque faut se dire grosso modo que même sur en copropriété, on ne trouve pas de prestations d'isolation thermique par extérieur en deçà de 150 euros du mètre carré. Donc ça fait tout de suite des sommes très très importantes. Que l'air renouvelé, pareil, sur les copropriétés, ça passe par des colonnes, c'est généralement des systèmes de ventilation naturels par simplement convectif, donc c'est voilà, c'est relativement coûteux et parfois techniquement compliqué de le moderniser. Et puis le restant est pas facile à aller chercher non plus. Alors à part les planchers bas, mais vous voyez que c'est vraiment résiduel. Les ponts thermiques en copropriété, c'est surtout des balcons, par exemple, ou actuellement des modères nature, des fioritures ou euh, ouais, des éléments architecturaux qui sont pas qui sont très difficilement traitables. Euh, donc voilà, on est sur d'autres problématiques en copropriété, on pourra y revenir juste après. Je vous ai fait un tout petit topo vraiment réduit. De toute façon, là, je vous incite à nous contacter. On a une armée de spécialistes sur la question. Des aides pour les propriétaires bailleurs, c'est systématiquement la même chose que pour les propriétaires occupants, à la différence des avantages fiscaux, des dispositifs de déduction fiscale, et brièvement expliqué, ouais. Au mois de décembre, on aura un atelier sur les aides. Le 7, normalement, c'est le jeudi 7 décembre. Oui, c'est un jeudi, le 7. Oui, 18h30, je pense. Parce qu'en fait, comme elles sont en train d'évoluer, normalement, en décembre, elles seront stabilisées et on pourra informer. Et alors pour l'instant, nous, c'est plutôt des bruits de couloir qui ont été confirmés en fait par une réunion des espaces Conseil France Rénov à Lille l'année dernière, la semaine dernière, pardon. Euh, enfin, c'est très positif en fait ces évolutions, notamment pour les ménages aux revenus intermédiaires et élevés, qui constituent voilà, une part importante de notre public et puis des habitants de la Haute-Savoie. Elles vont être doublées, voire presque triplées. Et elles deviennent vraiment, vraiment incitatives. Alors, il y a quelques complications avec non plus des gains énergétiques, mais des sauts de classe, etc. Voilà, quelques petits points à éclaircir, mais sur le fond, sur le chèque, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus incitatif que ça n'était aujourd'hui. Jusqu'à présent, les aides étaient concentrées pour les personnes qui avaient les revenus les plus faibles. Et donc, pour que justement, ils ne soient pas bloquants dans les dossiers sur les copropriétés, etc., on a de plus en plus de dossiers où sur une copropriété, la rénovation va coûter 20 000 euros, par exemple. Et donc, avec toutes les aides qu'il y a, le reste à charge peut être de 3 000 ou 5 000 euros. Donc, pour quelqu'un qui a un très faible revenu ou pour quelqu'un qui a la retraite, qui va pas forcément voir le confort ou le retour sur investissement, c'est pas facile de sortir ces 3 ou 5 000 euros. Et donc, il y avait tous les restes à charge qui étaient pris en considération. Et notamment, les banques prennent de plus en plus ce reste à charge en considération, puisque après, le remboursement se fait au moment de la revente du bien. Mais du coup, ça fait qu'il y a toute une catégorie de population qui sont la classe moyenne qui doit choisir aujourd'hui entre changer son véhicule parce qu'on va rentrer dans une ZFE
faire de la rénovation énergétique pour, alors pas, soit parce qu'ils sont propriétaires d'un petit studio qu'ils ont gardé en location, soit parce que leur propre maison. Enfin, quand on accumule tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour l'adaptation de nos vies au changement climatique, ça, même si on dit, voilà, ça fait 30 ans qu'on le dit, mais maintenant, ça y est, ça arrive, c'est là, et on n'a pas forcément les moyens, même les personnes qui sont normalement moins aidées, qui sont en classe moyenne supérieure, etc. Et donc, il y a eu, voilà, politiquement, il y a eu une demande très forte pour dire qu'on ne devait pas seulement s'occuper de ceux qui avaient les revenus les plus faibles, mais également tous les autres, parce que les revenus les plus faibles, c'est combien de pourcents des logements par rapport au plus gros des logements, et on a besoin vraiment de plus de 40% des logements qui soient rénovés là. Donc il faut vraiment donner le coup de pouce. Et là aussi, je complète avec un petit peu de pub, mais sur la Haute-Savoie, pour bien comprendre l'accompagnement des particuliers, quel que soit leur statut sur leur projet de rénovation énergétique, quand ils sont dans les deux premières catégories de ressources, quand on parle de ménages modestes et très modestes, ça passe systématiquement par des opérateurs qui les accompagnent de A à Z, qui font l'audit, qui font l'interface avec les financeurs, etc. Pour les deux autres catégories de ressources qui constituent la majeure partie de la population, c'est nous, Haute-Savoie Rénovation Énergétique, qui venons faire apporter de l'ingénierie et apporter, c'est plus une ambition que la réalité, mais apporter du sur-mesure pour des gens qui généralement foncent tête baissée vers des solutions de travaux qui sont pas forcément adaptées. Et puis passent à côté d'aide éventuellement, etc. Donc, pour en revenir à mon propos, les aides, pour l'instant, et de toute façon, ça sera encore le cas après le 1er janvier 2024, c'est l'articulation de deux aides majeures. C'est MaPrimeRénov', l'aide d'État, ouvert à tous, y compris avec, pour des statuts un peu particuliers, du fruit, etc. Et puis, un complément privé quasi systématique qu'on appelle les CEE, certificats d'économie d'énergie, qui résulte de la taxe carbone, en fait, distribuée. C'est la valorisation possible de vos devis par Total, Engie, EDF. Il y a un peu plus de 220 structures, 220, ça des obligés à la taxe carbone, qui peuvent valoriser vos devis dans ces cas-là. Ils ont tous leur spécialité. Voilà, très facile à mobiliser. Là aussi, se réfère à nous si vous avez besoin. On a des démarches à suivre. Et puis, pour les bailleurs, un éventail pardon, de crédits d'impôt, d'avantages fiscaux, dispositifs de défiscalisation, à commencer par l'Oc-Avantage. On en parlait tout à l'heure. Donc, réduction d'impôts importante si le loyer pratiqué a un montant inférieur au loyer du marché local, sous certaines conditions. Le déficit foncier, bien connu. Donc là, si le montant de vos travaux de réno est supérieur à vos revenus fonciers, là, l'excédent, le déficit foncier est déductible de vos revenus fonciers imposables. Et ça vient de double, Ouais. c'était 10 700 € depuis des années, et pour les travaux de rénovation énergétique, ça passe à 21 400 €. D'accord. Bon, par contre, attention, ce qu'on appelle au régime réel, c'est quand même une option pendant 3 ans. D'accord. Des fois, ça peut être contre-productif. Donc il y a ça qui est quand même largement utilisé par les multipropriétaires, qui a un effet de levier assez important. La TVA auto réduit, alors ça on en parle, on le voit, on le notifie rarement étant donné que c'est simplement appliqué sur les devis, mais ça fait quand même une belle différence à la fin. Et puis on en a parlé, je pourrais même, j'aurais pu en mettre quelques autres, mais des produits bancaires de plus en plus distribués, à commencer par les prêts à taux zéro, évidemment garantis par l'État, pour financer le reste à charge et les frais connexes. Typiquement, vous installez une pompe à chaleur, vous avez un reste à charge, je dis n'importe quoi, elle coûte 10 000 € et vous avez 10 000 € de frais connexes. Voilà, le reste à charge peut être financé par les prêts à taux zéro, y compris par exemple des frais vous avez de la plomberie, des radiateurs basse température installés, ça peut être pris en charge. Vous avez les préavances travaux aussi, puisque le versement des aides se fait sur présentation des factures. Si vous voulez bénéficier d'un effet de levier pour payer plus facilement les premiers acomptes aux artisans, voilà, il y a tout un panel de solutions bancaires qui existent. Si, je trouve. Au
là, en plus, la réduction d'impôt, en ce qui concerne la rénovation énergétique, ça va éviter il y a certes un intérêt fiscal, donc souvent, on a fondu des fonctions pour les discuter à la fin en photo qui s'est défini. Lorsqu'on venait à la DIG, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'intérêt aussi de l'augmentation de la judiciaire, en fait, cumule aussi avec les aides locales. Donc, des aides de différents partenaires en fonction de l'utilisation du projet. Donc, c'est dans le secteur historique. Donc petite marche à suivre qu'on développe généralement, mais simplement pour comprendre dans quel ordre prendre les choses. Donc, j'en avais fait dérouler une slide entière, mais sur la préparation du projet, ça, on est vraiment prosélyte là-dessus. Il faut vraiment que ça soit carré avant de se lancer. On commence par les CE, on enchaîne sur ma prime rénov, les aides locales éventuelles. On finit par le prêt à taux zéro, les travaux sont engagés, vous êtes facturé, vous déposez vos factures sur les différentes plateformes, le solde est libéré. Donc voilà, simplement pour illustrer le fait que le versement des aides se fait toujours après travaux, après facturation. Surtout ne jamais commencer les travaux avant d'avoir les décisions d'attribution de subvention. Voilà. Quand on va faire le dossier de demande de subvention, on va transmettre des devis, mais il ne faut pas avoir démarré les travaux et donc après ça va suivre son cours. Il y a des personnes, on en rencontre quand même encore, qui disent ben, moi j'ai fait des travaux, je peux donner une facture. Ben, une fois que les travaux sont faits, il n'y a plus de subvention possible. Bon, il n'y a plus aucune rétroactivité sur n'importe quelle aide et il y a encore des particuliers qui ont du mal à le comprendre étant donné que c'est les systèmes du crédit d'impôt par avant. C'est vrai que voilà. Voici Parfois, c'est l'entreprise qui va parler des subventions et donc bon, la personne va se dire ben, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Là, ben non, l'entreprise s'en est pas occupée et ben après on se retrouve sans aide. Ouais. Donc, rappeler que c'est illégal et que de toute façon, ouais, pour un projet de rénovation énergétique réussi, il faut être proactif. Il faut contacter les artisans, multiplier les devis, etc. Quelques petits cas concrets pour illustrer tout ça, c'est quand même mieux. Celui d'une petite copropriété de 20 lots, par exemple, qui va réaliser une rénovation globale, qui embarque une isolation thermique par l'extérieur, une isolation de la toiture et l'installation d'une nouvelle chaudière. Alors, je ne vais pas préciser laquelle. Tout ça permet un gain énergétique de 50% qui permet de passer de l'étiquette F, actuelle passoire énergétique, à l'étiquette D. J'ai chiffré ça à la louche pour que ça tombe tout rond sur 100 000 euros. Et vous voyez, alors là, c'est le régime actuel. Vous voyez que c'est quand même relativement intéressant, que c'est relativement incitatif. Ma prime rénov copropriété propose 21 500 euros sur ce bouquet de travaux précis. Un bonus de sortie de passoire de l'ordre de 10 000 euros. Et puis une somme quasiment miroir à ce que peut proposer ma prime rénov en CE, c'est-à-dire aux alentours de 20 000 euros. Certificat d'économie. Donc là, c'est Total, Engie, EDF et consorts. Et donc, vous voyez qu'on arrive presque à une prise en charge par les aides qui avoisine à moitié un reste à charge qui est 48 500 euros. Voilà, quasiment la moitié de financé sur cette petite copropriété. Alors, évidemment, ça, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire des niches sociales, etc. Le procédé est un peu plus long, mais voilà, les chiffres sont les bons. C'est vraiment ce que vous pouvez noter sur ce type de bouquet de travaux. Euh, donc là, on est sur. Alors, j'ai pas mis les revenus fiscaux de référence. Ah si, voilà, c'est bon. Donc là, on est plutôt sur une maison individuelle des années 80, le type de pastiche de chalet qu'on voit un peu partout. Euh, Elle est occupée, par exemple, par des gens qui ont des revenus élevés, qui vont se poser la question d'une isolation thermique par l'extérieur, d'une isolation de la toiture. D'ailleurs, c'est ce qui est illustré sur la photo. Il y a une isolation par l'extérieur de la toiture.
Et puis une isolation du plancher bas, par exemple, sur les vitres sanitaires, là, ça s'y prêtait bien. Et on faisait un gain énergétique très important de 55%, qui permet de sortir du statut de passoire énergétique en G et de l'amener quasiment à la moyenne du parc français, c'est-à-dire dans l'étiquette D. Là, on avait un coût de travaux qui était de l'ordre de 31 000 euros. Alors honnêtement, c'est pas des coûts qui s'observent partout, notamment au Savoie. C'est clair que là, sur l'isolation thermique par extérieur, ça permet pas d'aller très loin. 31 000 euros de travaux. Et puis voilà, les aides, la même articulation que pour une copropriété, c'est-à-dire ma prime rénov qui vient financer lourdement les ITE, un bonus systématique quand on sort du statut de passoire énergétique, et puis une aide des certificats d'économie d'énergie qui, là encore, est généralement à peu près la même que ce que peut proposer ma prime rénov. Donc au total, vous voyez, là aussi, on arrive pour un ménage qui pourtant a des revenus très élevés, à quasiment la moitié de l'aide, et donc la moitié en reste à charge. Un autre exemple pour illustrer aussi des postes de travaux qui sont un peu très peu pris en charge. Donc là, on est sur un appartement, et voilà, au contraire des exemples qu'on a vus auparavant, une rénovation qui se fait poste par poste au fil de l'eau. Les résidents, enfin, les propriétaires, pardon, propriétaires bailleurs, disons, ont des revenus dits intermédiaires. Ils se penchent sur l'isolation thermique par l'intérieur, disons par exemple sur une copro qui n'a pas décidé de faire des travaux, voilà, il y a pas de, il y a pas de motivation, il n'y a pas de leader d'opinion, il n'y a pas de projet en cours ni prévu. Ils font des isolations thermiques par l'intérieur et puis ils modernisent par exemple les converteurs électriques. Donc là, pour l'isolation, vous voyez un bouquet de travaux entier qui va permettre. Euh, alors là, j'ai pas mis le gain énergétique, j'aurais dû mettre. Ouais. Laissez-nous bien vos coordonnées pour qu'on vous envoie le PowerPoint. Donc là, voilà. Pareil pour illustrer simplement le fait qu'on va dire à peu près 10 000 euros de travaux. Et vous voyez que là, il n'y a plus qu'un tiers qui est financé, étant donné que, par exemple, c'est pour illustrer notamment l'isolation thermique par l'intérieur, qui est moins qualitative, qui permet de faire un gain énergétique moins important et donc qui est moins bien financé. Pareil pour les huisseries, par exemple, qui sont très, très, très mal financées par les aides actuelles. Quelques questions, hop, sur, bon, ça, on va passer. Première slide, c'est pas très important. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je passe très rapidement sur ces questions, si l'ordinateur veut bien. Donc simplement, ouais, je vais pas vous poser les questions, mais simplement, voilà, c'était l'introduction de de la partie, le fait que la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, c'est évidemment le chauffage et la climatisation. Et que pour agir réellement là-dessus, c'est pas en changeant. Alors c'est à la marge en se changeant son mode de chauffage, mais c'est surtout en isolant son logement ou le logement qu'on propose à la location. Hop. Voilà, dans la même veine, c'était une petite question sur le bilan carbone et sur ce qu'il recouvre. On va, si l'ordinateur veut bien. Hop, et puis une petite question d'ordre technique, là, c'était simplement pour tester vos connaissances générales.
sur l'inertie thermique. J'avais peur, hein. Toujours très compliqué quand on nous dit une question technique sur l'inertie thermique. Mais après, C'était en lisant les questions, c'était relativement transparent. oui, une fois que vous avez expliqué pourquoi le plancher bas était un problème. C'est ça. Ben voilà, l'idée c'était là aussi de rappeler que en choisissant l'isolation, notamment par exemple l'isolation par l'extérieur, on conserve aussi les capacités de son logement à maintenir une température constante à l'intérieur. Donc on améliore à la fois les consommations énergétiques, mais on améliore aussi le confort. Euh, voilà, donc j'en ai fini moi pour ma partie technique. Je pense qu'on a peut-être bien en introduction présenté nos structures. Ça avait bien marché. Hop. Alors là, c'était simplement Pascal, si tu veux éventuellement développer, mais c'était surtout sur le permanence. Voilà, les cafés propriétaires, copropriétaires, accession à la propriété, les aides. Donc, on est sur Annecy, on répond tous les jours par téléphone, on a sur rendez-vous à Annecy, et on fait certaines permanences sur le département, la masse, mais aussi Bienvenue, Bonneville et Rimouski. Donc, pour moi, si j'avais un bien vacant, je sais pas, en auprès de la team, pour vous aiguiller sur les droits en matière d'éducation et également sur le financier. Donc, plutôt, on vous a parlé brièvement dans le cadre de parenthèse, voilà, on peut coordonner à la fin. Voilà. Alors, on peut pas le faire, mais Je t'ai fait on une peut slide. passer à la prochaine. Oui, puis il y a la maison de l'habitat Il y a où l'habitat. les filles, elles ont tout. Oui. Donc là, pareil, pour un accompagnement technique, pour un accompagnement financier sur vos projets de rénovation énergétique, pareil, voilà. Permanence à la maison d'habitat, le jeudi matin de 9 h à midi, et c'est Emmanuel Kliman. Emmanuel Climat, oui. L'avantage avec Haute-Savoie Rénovation Énergétique, c'est que c'est un avis neutre. Il n'y a pas derrière la vente d'une cheminée, d'un poêle à bois ou autre, ou de fenêtres. Voilà. C'est pas du tout un démarchage commercial. Donc, et la deal aussi. Non. C'est des. Ouais, ouais. Et ouais, l'ambition, nous, c'est vraiment de faire du sur-mesure, en fait, d'apporter des solutions uniques selon le contexte au particulier, au demandeur. Puis, si tu veux conclure peut-être par l'émission transverse. Un habitat qui est le numéro 15 avenue Émile Zola. Voilà, c'est un lieu pour surtout toutes les infos liées à l'habitat. Voilà. Eh ben, merci. Merci beaucoup pour votre présence. On peut faire un petit apéro si vous avez un tout petit peu de temps. Et voilà. Les moments où la température commence à baisser, mais qui fait pas encore froid, c'est les moments les plus difficiles pour les thermostats. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir organisé l'atelier, d'avoir été présent et présent pour répondre aux questions et puis pour donner vraiment des éléments qui sont extrêmement intéressants pour tout le monde, pour qu'on puisse avancer. J'espère que vous avez pu apprécier également ce moment et j'espère surtout que vous allez pouvoir répandre vos connaissances autour de vous et en tout cas, vous pourrez justement, vous pourrez avoir le PowerPoint et peut-être, voilà, si vous avez des questions ou des choses qui vous viennent après, voilà. Juste pour vous rassurer, moi j'ai acheté ma maison en 2009. Elle était en F quand je l'ai achetée. Et on est en 2023, j'ai toujours pas fini mes travaux et j'ai fait tout à l'envers. Donc de toute façon, voilà, on est tous.
J'avoue qu'en 2009, j'ai pas trop fait attention. Voilà. Donc, j'ai fait la pompe à chaleur, j'ai fait ensuite les fenêtres, ensuite j'ai fait le toit, après j'ai fait de l'isolation, et puis ensuite j'ai encore des ponts thermiques. Donc voilà, c'est vraiment complètement à l'envers, j'ai tout fait à l'envers. Tout fait à l'envers de ce que je dis aujourd'hui qu'il faut faire. Voilà. Donc, si vous pouviez justement essayer de diffuser communication et pédagogie, ça va être le maître mot pour permettre le plus possible la diffusion de toutes ces bonnes pratiques.